Quand je suis né, mes parents habitaient en ville. Mais ils y sont pas restés très longtemps. Mon père, lui, était né dans une ferme, au milieu des vergers et des pâtures, des arbres, de la verdure à perte de vue. Alors, après ma naissance, il n'a eu qu'une seule hâte, c'était d'acheter une maison avec un terrain et de planter dessus des arbres, des haies, des légumes, des fleurs. Dans le jardin, c'est lui qui a tout fait. Moi, je suis juste bon à tondre la pelouse de temps en temps. Et aussi à faire des expériences bizarres. Ces expériences, notez bien qu'elles ne servent ni n'aboutissent strictement à rien. C'est juste pour passer le temps. En ce qui me concerne, j'ai jamais découvert ni inventé quoi que ce soit. Mais bref. Pour revenir à l'époque où mon père commençait à faire ce jardin, lorsqu'il était en train de planter cette rangée d'arbres qu'on voit là, les pommiers et les cerisiers, je me souviens qu'on voyait souvent notre voisin, Bertrand, qui débarquait comme ça, soi-disant pour donner un coup de main. En fait, il passait son temps à discuter, à faire des blagues. C'était un type rigolo, qui mettait tout le monde de bonne humeur. Sauf ma mère. Un jour, alors que Bertrand venait de repartir, elle s'est énervée en parlant de lui. J'ai pas compris pourquoi. À un moment, elle a crié à mon père « Tu ne sais pas ce qu'il cherche !» avec une voix stridente, une voix que je ne lui connaissais pas. Elle m'a marqué cette phrase « Tu ne sais pas ce qu'il cherche !» Elle m'a révélé des murailles de défiance et de haine entre les grandes personnes. Et ce jour-là, je me suis dit que le monde des adultes, c'était peut-être pas mieux que le monde des enfants, finalement. Voire même pire.
Donc, ce Bertrand, le voisin qui passait souvent nous voir, à l'époque, il vivait dans cette maison là-bas, tout au fond, au bord de l'étang. Il faisait souvent des fêtes, le week-end, où il invitait plein de monde. Les gens riaient, buvaient, dansaient. C'était surtout des collègues de papa et Bertrand, parce qu'ils travaillaient ensemble dans une entreprise informatique. Et ils se vantaient de construire un super ordinateur, un truc révolutionnaire. Ils parlaient tout le temps de leur boulot. Et souvent en rentrant, maman disait « Vous et vos ordinateurs, je n'aime pas ces machines. Un jour, elles deviendront dangereuses. » Ce à quoi mon père répondait « Tu n'y connais rien. » Sinon, je me souviens aussi précisément de ce jour où on était là, tous les trois, contre la clôture. Je crois que papa était en train de planter le saule pleureur. Maman parlait avec lui, et moi je jouais avec des petites voitures dans les sillons de la terre. Puis derrière, tout au fond, on apercevait Bertrand qui marchait le long de son étang. À un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé la tête vers le ciel. Il y avait des nuages qui flottaient doucement. Et tout d'un coup, là-haut, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. Pas vraiment. Je l'ai imaginé. Mais tellement précisément que c'était comme si je la voyais. Comme si une partie de moi voulait à tout prix la faire exister. Elle était immense. Elle dépassait de très loin tous les plus hauts arbres et même les nuages. C'était une statue colossale, avec un corps de fer blanc qui se confondait avec le ciel et reflétait la lumière d'une façon particulière, de sorte qu'elle apparaissait et disparaissait d'une minute à l'autre. Et c'était une statue vivante, capable de percevoir tout ce qui se passait sur Terre, et même les choses invisibles, comme les pensées. Comme ce que papa et maman pensaient vraiment des gens comme Bertrand, par exemple. Ou ce qui se passait dans leur tête quand ils se disputaient. La dame de fer captait tout par ses antennes radio qu'elle avait sur la tête. Et son crâne énorme recevait tout et gardait tout en mémoire. Comme un monstrueux superordinateur, avec à l'intérieur des écrans, des lumières et tout. Le passé, le présent, le futur. De loin, elle paraissait brillante et admirable, mais de plus en plus écrasante, terrifiante, à mesure qu'on s'approchait d'elle. J'en ai projeté beaucoup des trucs bizarres comme ça dans le monde, pendant toutes ces années. Mais elle et l'homme à la tête de chèvre sont de loin ceux qui m'ont le plus accompagné. Et c'est pas un hasard. Des images aussi persistantes ont forcément une raison, une signification profonde. Elles prennent racine dans un instinct vital qui dévie à un moment donné. Il y a des enfants qui vont se mettre à croire qu'il y a des monstres cachés dans la nuit. Et toute leur vie, ils auront peur du noir, de la solitude, et fuiront leurs monstres. Mais d'autres enfants vont se mettre à voir de séduisantes chimères cachées dans le monde.
cela, toute leur vie, ils rechercheront la solitude et poursuivront leur chimère.